Alors, on a l'équation qui est n égale n0 e à la moins lambda t. Et là, dans le fond, ce qu'on peut commencer par faire, c'est qu'on peut aller isoler notre variable recherchée, qui est t, dans cette équation-là. Donc, ça va faire e à la moins lambda t égale n sur n0. Ensuite, moins lambda t est égal au logarithme naturel de n sur n0. Ensuite, on peut envoyer le moins de ce côté-ci. Et une fois qu'on a fait ça, on peut envoyer le moins à l'intérieur ici. Et par les propriétés de logarithme, le moins devient un exposant, fait que ça fait n0 sur n, ça inverse la fraction. Ensuite de ça, on a presque fini en fait. On va juste isoler le temps, donc 1 sur la constante fois logarithme naturel de n sur n0. Voilà. Et là, il ne reste plus qu'à remplacer les paramètres. Donc, tiens, je vais l'écrire ici en bas pour avoir plus d'espace. Donc, t est égal à 1 sur la constante 3.83 fois 10 à la moins 12 seconde moins 1 fois le logarithme naturel de le nombre initial 6.5 fois 10 à la 11 carbone 14 et la... pardon, j'ai fait une petite erreur ici. Ici, c'est N0 sur N. Voilà. Parce que j'ai inversé le... J'ai rentré le moins, donc ça fait N0 sur N. Donc ça ici, c'est le nombre initial, 6.5 fois 10 à la 11. Et le nombre final, 1.30 fois 10 à la 11. Et je fais ce calcul-là, et ça me donne 4.19 fois 10 à la 11 secondes. Et je sais pas pour vous, mais 4.19 fois 10 à 11 secondes, ça me dit pas grand-chose. Alors, transformons donc ça en années. Donc, si on transforme en années, si on transforme en années, ça va donner 13 000, environ 13 300 ans. On arrondit à 3 chiffres significatifs. Là. On n'avait pas plus de précision que 3 chiffres. Donc, n'est-ce pas beau ça? C'est vraiment, moi, je trouve ça absolument fascinant. Juste en prenant, en récoltant un échantillon de carbone de l'organisme, en mettant un compteur Gégère devant lui pour mesurer le nombre de désintégrations qui se produit par seconde, ça permet d'estimer le nombre de carbone 14 qu'il y a à l'intérieur de l'organisme. On peut savoir c'est quoi la concentration qu'il y avait au moment de la mort, parce que c'est la même concentration que ce qu'il y a pour les organismes actuels. Et on se sert des carbone 14 comme une petite montre, vu qu'on sait son taux de désintégration, sa constante de désintégration, parce qu'on connaît son temps demi-vie, le rythme auquel il est désintégré. On en déduit le temps. On se sert des petits atomes de carbone comme des montres pour nous dire que l'organisme est mort il y a environ 13 300 ans. Donc, le fossile qu'on a trouvé représente un organisme qui est décédé depuis environ ce temps-là. C'est quand même fort. C'est vraiment, vraiment beau, là, je trouve. C'est pas si compliqué comme vous voyez à appliquer comme méthode. C'est pas sorcier, mais c'est beau, ça fonctionne bien. Puis encore, tu sais, c'est pas une technique qui est dépassée. Là. C'est la technique numéro un pour aller dater la précision des organismes vivants, c'est ça. Dater la date de quand date un fossile vivant. Donc ça, c'est utilisable pour tous les organismes vivants. C'est pas utilisable pour une roche, par exemple. Okay? C'est une méthode qui est propre aux organismes vivants. Vraiment, vraiment facile. Je voulais faire quelques petites remarques par rapport à cet exemple-là. D'abord, on a une assez grosse incertitude en réalité. Là, on ne parlera pas de ça pour l'instant, mais
Si vous le faites, là, cette expérience-là concrètement, vous avez une incertitude, évidemment, qui est associée à cette mesure-là. Euh, et cette incertitude-là va être assez grande. Pourquoi? Parce que le taux de l'activité que vous avez mesurée de 0,5 becquerel, c'est assez faible. Plus votre activité va être faible, plus votre mesure va être imprécise. Donc, autrement dit, plus votre organisme est vieux, plus votre date va être imprécise. En passant, euh, comment qu'on a pu. Est-ce que vous allez peut-être vous demander, est-ce qu'on peut vérifier finalement que c'est bon ou est-ce que ça se pourrait qu'on soit complètement dans le champ, dans le fond, avec cette méthode-là? Parce que, dans le fond, 13 300 ans, il n'y a aucune autre façon de le vérifier. Comment qu'on pourrait savoir que est-ce qu'on pourrait comparer le résultat de cette méthode-là à une autre méthode pour vérifier que ça concorde? La réponse, c'est oui. Alors, la science, c'est magnifique, là. Il y a toujours plusieurs chemins qui mènent à Rome. Donc, là, ce que les scientifiques ont fait, c'est qu'ils ont comparé les âges obtenus par datation carbone 14 avec quoi? Quelle autre chose connaissez-vous qui permet de dater un organisme vivant? Je pose la question. Prenez quelques secondes pour y réfléchir. Quel autre organisme vivant vous connaissez une technique simple pour trouver son âge? Avez-vous une idée? Les arbres. Pensez aux arbres. Alors, les arbres présentent ces magnifiques anneaux de croissance. Donc, la datation avec les arbres, ça s'appelle la dendrochronologie. Donc, vous avez sûrement déjà entendu parler de ça. On fait juste compter de, le nombre de cernes de croissance qu'il y a. Donc, ce sont les anneaux de croissance et dans le fond, l'arbre fait un anneau de croissance par année. Donc, on a juste à compter les anneaux de croissance et on peut ensuite compter l'âge de l'arbre de cette façon-là. Donc, on peut en fait, et la dendrochronologie, c'est puissant parce que là, bon, en fait, ils savent exactement, mettons que cette année-là, cet anneau-là représente telle année. Parce que là, cette année-là, il a fait vraiment beau, puis l'anneau de croissance est plus grand. Puis là, puis en fait, on peut comme recouper comme plein d'arbres, comme ça, on n'a pas besoin de prendre un seul arbre. On peut dire, mettons, il y a un arbre qui meurt en 1610, mais là, mettons, il y en a un autre qui est né en 1600. Puis là, on peut le voir parce que là, on voit que, mettons, les 10 années où les deux se recoupent, donc l'année 1600 à 1610, on voit que c'est les mêmes anneaux de croissance. Parce que c'est la même série de. Tu sais, des fois c'est large parce que l'année a été très favorable pour les arbres. Puis des fois l'anneau est très petit parce que l'année a été très difficile, très rude pour la végétation. Très froide par exemple, ou peu de soleil, etc. Peu d'eau. Donc, autrement dit, on peut recouper les cernes de croissance des différents arbres, puis dire, OK, ce cerne-là correspond à telle année. Puis là, on peut faire toute une espèce de chronologie sur plus que 1000 ans de temps, juste en évaluant plein d'arbres d'une seule et même forêt, par exemple, qui ont subi les mêmes conditions de croissance. Et dans le fond, ça permet de comparer les résultats euh, avec ceux obtenus par la méthode du carbone 14. Puis ce qui est le fun avec les arbres, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'incertitude. Tu sais, dans le fond, l'année, on l'a à l'année près, puis il n'y a aucune incertitude. On fait juste compter des anneaux de croissance. Fait qu'on ne peut pas se tromper de un anneau. Donc, c'est extrêmement puissant, là. Euh, Alors, d'une part, ça a permis de vérifier que oui, la méthode du carbone 14, ça concorde. Mais il y a des petites différences qui ont été obtenues entre les deux méthodes. Et ces les différences entre les dates fournies par les arbres et les dates fournies par le carbone 14.
Mais les dates fournies par les arbres sont certaines, comme je dis, parce que on fait juste compter les années. Donc ça, c'est 100% certain. Donc, ça veut dire que si on avait une valeur légèrement différente pour le carbone 14, c'est donc preuve que, en fait, notre hypothèse de départ, qui était de dire que la concentration des atomes de carbone 14 d'un organisme vivant était toujours à 6,5 fois 10 à la 10 par gramme de carbone, ben ça, en fait, on a fait une hypothèse simplificatrice ici, parce qu'en réalité, ça a légèrement fluctué. Euh, Puis comment on le sait que ça a légèrement fluctué, cette concentration-là du carbone 14 dans l'atmosphère? C'est justement grâce, entre autres, à la dendrochronologie. Fait qu'on a comparé les dates, puis là, on s'est rendu compte que si, mettons, on disait, ah, ben, la concentration de carbone 14 dans cette époque-là, c'était plus autour de ça, ben là, ou en fait, plutôt, on sait comme la réponse on sait la réponse de datation qu'on devrait obtenir avec le carbone 14 grâce aux arbres. Fait que, dans le fond, ça nous permet de procéder à l'inverse, puis d'aller chercher, euh, connaissant la réponse, quel était justement le N0, quelle était la concentration initiale du carbone 14 dans l'organisme au moment où il est mort à ce moment-là. Fait que là, ça nous permet de procéder à l'inverse, puis de reconstruire l'histoire du carbone 14 de la Terre, puis de savoir que le carbone 14 a fluctué légèrement autour de la valeur qu'on vous a donnée dans l'exercice. Mais quand même, c'est toujours resté relativement proche, mais ça a légèrement fluctué. Fait que si on veut des valeurs qui sont très très précises avec la méthode du carbone 14, il faut tenir compte de ces fluctuations-là de concentration du carbone 14 dans l'atmosphère. Ce raisonnement-là, c'est de considérer la variation du carbone 14, ça sort du cadre de notre cours, c'est pas vraiment important pour nous. De toute façon, pour nous, l'important, c'est de comprendre le principe, d'être capable d'appliquer la méthode à la base. Mais c'est juste pour vous dire, si un jour vous appliquez cette technique-là pour de vrai, dans le cadre de votre travail, ben, vous allez savoir que effectivement, il va falloir tenir compte de la variation de la concentration de carbone 14. Euh, Cette méthode-là est applicable pour des âges allant d'environ 100 ans à environ 50 000 ans. Donc, au-delà de 50 000 ans, le nombre de carbone 14 est tellement faible que c'est vraiment imprécis rendu là. Cette méthode-là de carbone 14, ça a énormément fait progresser l'archéologie parce que ça nous a donné une méthode fiable, précise pour aller estimer l'âge des fossiles. Donc, ça a énormément aidé l'archéologie, la paléontologie et aussi la géologie, justement pour connaître l'âge des roches. Euh, En passant, cette découverte-là, ce principe-là de, euh, datation isotopique au carbone 14, c'était développé par un certain Willard Frank Lebesgue en 1960 et il a reçu un prix Nobel de chimie pour l'invention de cette technique-là. Alors, c'est tout pour ce que je voulais dire là-dessus. Ah oui, puis juste pour revenir sur la question initiale. Alors la grotte de Lascaux, comment on fait pour savoir que les peintures ont été faites il y a environ 17 000 ans? Ben, c'est qu'en fait, les peintures, c'était fait avec les traits qu'ils faisaient, c'était des substances organiques qu'ils prenaient. Ils prenaient des plantes, donc, ou du sang animal, mais ils prenaient des substances organiques. Euh, donc c'est de la matière vivante, là, leur peinture. Donc, autrement dit, on peut dater cette peinture-là, on peut prélever un petit échantillon de peinture et l'envoyer au laboratoire, mesurer l'activité des atomes de carbone 14 à l'intérieur, etc. Parce que justement, cette peinture-là, c'est une substance organique à la base. Puis on peut supposer que, bon, évidemment, au moment où l'être vivant a été tué, ou, ben, mettons, la plante a été cueillie, ben, c'est à partir de ce moment-là précis que la carbone 14 a commencé à se désintégrer. Puis c'est à ce moment-là que la peinture a été faite. Donc ça permet de dater la peinture de façon très précise.
C'est quand même fascinant quand on pense à ça, tu sais, je veux dire, ce genre de choses-là, c'était même inimaginable en l'an 1900, tu sais, de penser qu'on pourrait dater ça précisément en utilisant des isotopes radioactifs. Vous auriez dit ça à quelqu'un en l'an 1900, à vos arrière-grands-parents, puis ou à vos arrière-grands-parents ou toutes les générations qui ont précédé, puis vous aurez peut-être jamais cru, là. Alors, c'est fou, c'est fascinant, c'est vraiment fascinant. C'est tout pour ce que je voulais pour la dernière section. Alors, merci pour votre écoute et je vous souhaite une excellente fin de session et une très bonne chance dans vos examens.